À peine élu, il a déjà un surnom, le Trump de la Pampa. Javier Milei, candidat d'extrême droite anti-système, provocateur, a remporté haut la main la nuit dernière l'élection présidentielle en Argentine. Un discours aussi très percutant, très brutal, des critiques vraiment très importantes. Il y a un discours qui passait médiatiquement très bien, qui faisait les buzz. Ministerio de las Mujeres y Género y Diversidad, afuera. Ministerio de Obras Públicas, afuera. Vous savez, on est fatigué de cette clique, c'est vrai, et les gens en ont marre. Et Milei, il représente le changement. Aujourd'hui, j'ai signé un décret nécessaire et urgent pour commencer à débloquer le cadre juridique et institutionnel oppressif qui a détruit notre pays. C'est un gouvernement qui est déjà, suite à un premier mois des mesures, impopulaire, qui continue en fait à prendre des mesures qui sont anticonstitutionnelles. Pour s'opposer à ce méga décret, les syndicats se rassemblent non pas devant le palais présidentiel, mais devant la Cour de justice argentine. Ce qui est en tout cas certain, c'est que le protocole, c'est un protocole répressif qui cherche à réprimer, étouffer des mobilisations, qui a déjà, ce gouvernement a déjà défini en fait un ennemi. Je suis Maricel Rodriguez Blanco, maîtresse des conférences en sociologie à l'Institut catholique de Paris et enseignant-chercheur donc, dans cette même institution. Javier Milei, il faut dire que c'est un candidat c'était à l'époque un candidat un peu particulier puisque jusqu'à il y a quelques années, on ne le connaissait pas dans les champs politiques, il était un total inconnu. Donc on peut bien dire que c'est une figure d'outsider qui arrive très rapidement à se présenter en tant que candidat et qui arrive aussi grâce à une action très importante dans les réseaux sociaux, sur les médias non traditionnels, et aussi grâce à une participation assez importante au sein de certaines émissions de télévision. Donc il était surtout connu aussi pour réunir des groupuscules de personnes dans certaines places de la ville de Buenos Aires, qui adhéraient en tout cas à ces théories libertaires sur l'économie notamment, et à finalement une critique très importante de ce qu'il appelait la caste, c'est-à-dire les personnes privilégiées, les élites politiques. Hay gente que no quiere cambiar. Hay gente que se beneficia de este sistema. Hay gente que quiere mantener el status quo. A esa gente le decimos que no nos voten porque no nos interesan, que se queden con el fracaso y la decadencia. À l'époque, il était très minoritaire. Et il a commencé à acquérir petit à petit plus des succès, disons, des visibilités, en fait, grâce à un discours aussi très percutant, très brutal, grâce à des critiques vraiment très importantes. Il y a un discours qui passait médiatiquement très bien, qui faisait les buzz. Donc il s'est présenté en sauveur, et ça a coïncidé un peu avec un discours qui est souvent assez percutant en Argentine, c'est celui d'une figure, une personnalité politique qui va finalement résoudre tous les maux qu'affecte le pays. Porque hoy comienza la reconstrucción de Argentina. Alors, ça marchait pourquoi ? Ça marchait auprès d'une majorité de la population, une majorité très diverse socialement parlant, très hétérogène. Une partie de cette majorité, à savoir les fractions plus des classes populaires, ont cru en cette personne justement parce qu'il n'était pas un politicien connu, en fait. Il venait de l'extérieur de la vie politique et donc ils se sont dit pourquoi pas. Pour moi, Milei, c'est le seul remède. Il est peut-être un peu fou, mais au moins il propose autre chose que les mensonges qu'on nous répète depuis 15 ans. Le gouvernement, l'opposition, c'est tous les mêmes. Mais il y a aussi une partie de la classe moyenne qui l'a massivement voté. C'était la même classe moyenne d'ailleurs qui s'était mobilisée lors de le confinement, qui était l'un des plus longs qu'on ait connu pendant la pandémie. Donc il y avait toute une mouvance anti-vaccin, mais aussi anti-kirchneriste chez ces classes moyennes, profondément conservatrices aussi, en fait. Par exemple, une bonne partie du mouvement pro-vie qui était contre la légalisation de l'avortement faisait partie aussi de ces mouvements anti-vaccins et anti-kirchnerisme, en fait.
Donc les contextes dans lesquels Milei arrive aux élections, c'est un contexte politiquement parlant des dérives d'un président qui n'arrivait pas à résoudre une crise inflationnaire très importante avec plus de 100%, 150% d'inflation annuelle. Un président qui ne réussissait pas à mettre en place des mesures économiques pouvant pallier ces effets, qui étaient en partie des effets d'une sécheresse très importante l'année précédente, des effets de plusieurs années, en fait, des conséquences liées à la pandémie, mais aussi des effets en partie historiques de la mise en place des mesures d'austérité mises en place entre 2015 et 2019, et plus largement des effets d'un modèle économique en Argentine qui continue à être un modèle extractiviste, un modèle qui va contre les droits environnementaux notamment, et contre aussi en partie les droits des populations autochtones, contre un certain nombre de populations. Et ces modèles-là, finalement, profondément inégalitaires, c'est un modèle qui subsiste encore et qui produit seulement de plus de pauvreté et en tout cas ne permet pas de développer davantage la production, la richesse nationale de ces pays. Ce qui est intéressant de souligner par rapport au fait qu'aujourd'hui en Argentine, il y a une bonne partie des travailleurs et travailleuses pour lesquels le salaire ne suffit plus. Et c'est ce qu'on appelle en effet les travailleurs pauvres. Cette réalité, c'est une réalité assez récente. La préoccupation de la plupart des Argentins face à cela, c'est comment arriver à la fin du mois. Si on regarde les chiffres, par exemple en 91, on avait un 7% de chômage. Enfin, les taux de chômage étaient de 7%. En 2002, ça va augmenter énormément. On se souvient encore de la crise de 2001 qui a laissé beaucoup de personnes dans la rue. Donc un 22% de chômage. En 2015, à la suite de toute une série de mesures mises en place par les gouvernements kirchneristes à l'époque, de Néstor Kirchner puis Kirchner, on avait 6% des taux de chômage. Donc à l'époque, on avait réussi à diminuer, donc il y avait des mesures palliatives, des mesures d'assistance sociale notamment, qui avaient réussi à pallier en partie le chômage, mais ça n'a pas suffi à attaquer complètement l'effet des précarisations d'un certain nombre de secteurs en fait, dans les marchés de l'emploi. Et donc aujourd'hui, on voit qu'il y a des jeunes qui réussissent pas à payer un loyer, qui réussissent pas à vivre de leur propre salaire. Dans les années 60, dans le pays, il y avait 3 classes sociales. La classe supérieure, un petit groupe de privilégiés, la classe moyenne, dont faisait partie mon père, et la classe ouvrière, qui a toujours existé et qui est très nécessaire. Mais au cours des années, la classe moyenne a disparu, parce que les revenus d'un employé de banque ou de commerce sont devenus insuffisants. Il faut dire aussi qu'il gagne les élections grâce au soutien, ça c'est un élément fondamental, grâce au soutien massif d'une bonne partie de l'opposition du gouvernement précédent. Donc il arrive au pouvoir dans un contexte très fragile et avec la mesure phare, c'est dollariser le pays, faire sauter la banque centrale, donc la banque de la nation, de l'Argentine, privatiser des mesures d'austérité, et puis surtout le fait de les faire de façon drastique et pas graduelle, de façon brutale. Et c'est exactement ce qu'il a fait en gouvernant par décret, puisque la principale, en tout cas, mesure qu'il a mise en place tout de suite après être élu, après s'être rallié formellement, en fait, officiellement, avec cette partie du PRO, de la proposition républicaine, c'est 2 choses. En fait, d'une part, un décret qui s'appelle DNU, décret de nécessité et d'urgence. Aujourd'hui, j'ai signé un décret nécessaire et urgent pour commencer à débloquer le cadre juridique et institutionnel oppressif qui a détruit notre pays. C'est un outil, en fait, que la Constitution permet, qui habilite le président à gouverner en situation d'urgence, juridiquement d'urgence, qui doit être définie juridiquement comme situation d'urgence, habilite à prendre des attributions qui sont normalement des attributions du Parlement. Donc la plupart des Argentins sont très inquiets, voient leur futur de façon très incertaine, ils ne savent pas qu'est-ce qui va se passer avec ces lois-là. Il y a une partie même de ceux qui soutenaient Milei qui ont commencé à se poser des questions. Une des principales critiques, en fait, qu'une partie des secteurs lui adresse, c'est pourquoi il y a plein des demandes, des plaintes judiciaires qui portent contre son gouvernement à ces sujets-là. La principale revendication, c'est le fait de dire que le DNU est anticonstitutionnel. Pourquoi ? Puisqu'il n'y a pas de situation d'urgence. Il y a une situation qui est
qu'il y ait d'urgence économique, on le sait tous, d'urgence à cause de l'inflation, mais juridiquement, il n'y a pas de situation d'urgence. Mais en tout cas, il y a déjà des plaintes qui sont au niveau de la Cour suprême de justice de la nation argentine. Et puis d'autres plaintes qui ont pris la voie des tribunaux fédéraux et puis aussi des juges du travail. C'était ça le principal argument, puisque dans ces méga-décrets, il y a tout un chapitre, en fait, qui réforme le travail et qui suppose un recul en matière des droits du travail pour les travailleurs. Mais le temps que tout cela soit décidé par la justice, qui a ses propres temporalités, le DNU s'applique. Une autre chose, c'est la dite loi Omnibus. C'est une loi qui propose plus de 300 mesures, en fait, qui va notamment, grosso modo, supposer une dérégulation complète de l'économie argentine, une privatisation aussi de toutes les entreprises étatiques, un changement considérable concernant une série de lois, par exemple la loi des terres, la loi des loyers, qui régule les loyers, aussi les droits des travailleurs également, et par ailleurs, qui octroie des pouvoirs exceptionnels au président. Par rapport à la mobilisation donc actuelle en cours et à la grève générale qui a été annoncée par les principales organisations syndicales en Argentine, c'est une grève générale qui a été appelée avec le soutien de toutes les organisations sociales, comme on les dit en Argentine, toutes les associations des droits humains, associations féministes, associations aussi des commerçants, des personnes qui se retrouvent autour des loyers impayés, enfin toute une série d'associations qui protestent contre les mesures prises par Milei. Toutes ces séries de mobilisations se sont constituées au fil de ces dernières semaines. Ça promet une manifestation importante qui probablement aura des effets plus tard, des effets politiques, mais aussi probablement des mesures. En tout cas, les acteurs qui appellent à cette manifestation espèrent qu'il y aura un certain nombre de députés et de sénateurs qui vont être sensibles aux revendications. En effet, l'Argentine, c'est un pays avec une tradition de mobilisation très importante. Ça veut dire qu'il y a à la fois des syndicats qui sont très forts, la CGT, qui sont très, très organisés, et il y a aussi des nouveaux syndicats qui se sont formés dans les années 90. Et aujourd'hui, ils sont largement mobilisés dans tous les secteurs. Je pense qu'ils ont des chances d'aboutir. Déjà, ils sont en partie... D'un certain point de vue, il y a des réactions déjà du gouvernement. Donc, ce qui montre que le gouvernement suit ce qui se passe dans la rue. Il y a une partie aussi de l'opposition qui juge les mesures de Milei discriminatoires, notamment vis-à-vis des droits des travailleurs d'abord, mais aussi vis-à-vis des droits des femmes, vis-à-vis des droits des minorités, vis-à-vis des droits des peuples autochtones, etc. À propos du traitement de la protestation par le gouvernement, il faut savoir que dans le cadre de ces protocoles qui étaient présentés par la ministre de la Sécurité, une semaine après l'arrivée de Milei au pouvoir, la ministre de la Sécurité, Patricia Bullrich, qui vient du camp politique de Mauricio Macri, donc qui avait déjà mis en place des mesures répressives entre 2015 et 2019, puisqu'elle occupait une fonction similaire au sein du gouvernement à l'époque. Donc elle avait déjà réprimé, répression qui avait aussi occasionné plusieurs morts. Là maintenant, elle propose de réprimer ces protestations. Elle propose de les encadrer, c'est-à-dire que les protestants devront manifester sur les trottoirs et pas occuper la rue, ce qui est une atteinte contre la liberté de manifester, contre le droit à la manifestation, à la mobilisation et à la libre association, qui sont des droits inscrits dans la Constitution argentine. Ils ne vont pas empiéter sur notre liberté, elle nous a coûté cher. On fait descendre les gens des bus, comme pendant la dictature. La police demande nos papiers et demande aux gens de rentrer chez eux. La dictature militaire est-elle de retour ? Les électeurs de Milei veulent-ils une dictature militaire ? Donc elle a déjà exprimé hier et avant-hier, la ministre, pour dire qu'elle allait tout faire pour faire respecter ces cadres, ces protocoles. Faire respecter ces cadres, ces protocoles, ça veut dire aussi faire payer, comme le gouvernement l'a déjà dit à plusieurs reprises, faire payer les coûts de ce qu'il considère que c'est un coût de ces mobilisations aux travailleurs et travailleuses qui se mobilisent, et notamment aux associations ou, dans ces cas-là, organisations syndicales qui appellent à la protestation. La ministre du Capital humain argentine avait averti dans un message diffusé sur ses réseaux sociaux: ceux qui coupent les rues ne seront pas payés. Et l'autre élément de ces protocoles qui va être probablement mis en place, en fait, mais qui est assez difficile aussi à mettre en place, il faut le dire, c'est le fait de faire payer à toutes les personnes qui reçoivent actuellement de l'assistance de l'État,
qui sont plusieurs millions de personnes, plus de 2 millions de personnes, leur faire payer en retirant en fait cette assistance s'ils se mobilisent. Ce qui est des mesures répressives qui nous rappellent les mesures répressives mises en place pendant la dernière dictature militaire. Mais massivement, ces mesures qui ont été prises par les syndicats de se mobiliser et d'appeler à cette grève nationale vont être suivies et ont trouvé plutôt une large acceptation, peut-être dans des secteurs même qui avaient voté Milei. C'est ça la nouveauté. Il y a des secteurs qui sont déjà déçus de ces mesures et qui soutiennent cette mobilisation-là. On ne peut pas deviner ce qui va se passer, mais ce qui est en tout cas certain, c'est que le protocole, c'est un protocole répressif qui cherche à réprimer, étouffer des mobilisations, qui a déjà, ce gouvernement a déjà défini en fait un ennemi, si vous voulez, et c'est ça qui est préoccupant, puisque dans une démocratie, on n'a pas d'ennemis, on a plutôt des personnes qui débattent au sein d'un parlement avec des arguments ou dans la scène publique. En revanche, ces gouvernements ont défini des ennemis. L'ennemi, c'est ce qu'ils appellent le communisme, c'est-à-dire toutes les personnes qui pensent, par exemple, à la nécessité des droits sociaux, d'avoir des droits sociaux, ce que les gouvernements considèrent comme un élément qu'il faudrait éliminer au profit de la liberté, ce qu'ils appellent la liberté, notamment de la propriété privée. Donc, tout pour dire que les réactions de ces gouvernements vont être, je pense que des réactions répressives. En tout cas, les dernières mobilisations ont été en partie réprimées, étouffées. Il y a eu déjà des amendes qui ont été envoyées à plusieurs organisations syndicales de plusieurs milliers de pesos. Ces amendes sont des sommes faramineuses pour les organisations et sont surtout illégales et anticonstitutionnelles. Donc ça, il est probable qu'il y ait à nouveau des amendes. Si on regarde les passés de l'Argentine, les mobilisations les plus importantes, notamment les mobilisations de la rue, ces pouvoirs de la rue, comme on l'appelle, en décembre 2001, qui ont d'ailleurs été fortement réprimés par les gouvernements à l'époque, en provoquant plus d'une vingtaine de morts, ont produit, alors pas par effet mécanique, bien sûr, il n'y a pas d'effet mécanique, ont produit le départ, en fait, du gouvernement de l'époque, qui est parti du gouvernement, qui a laissé ce gouvernement vacant, vide pendant plusieurs mois. Alors, on n'est pas tout à fait dans le même cadre, là, pour plusieurs raisons, mais en fait, là, il peut y avoir des répressions, il peut y avoir des mobilisations qui vont en effet interpeller les députés. S'il y a des actes de répression qui sont complètement illégaux et qui attentent contre les droits à manifester des travailleurs dans une démocratie, j'espère en tout cas que le Parlement argentin prendra leurs responsabilités et donc ils s'assumeront toutes les conséquences de ces actes-là. En tout cas, c'est clair que c'est un gouvernement qui est déjà suite à un premier mois des mesures impopulaires qui continuent en fait à prendre des mesures qui sont anticonstitutionnelles, qui vont contre les droits de la plupart des citoyens et citoyennes argentines. Mais face à cela, il y a des canons institutionnels, juridiques, politiques, via l'action dans la rue, sociaux de diverses manières, enfin, de participation dans les médias, etc., qui permettent d'alerter notamment les députés, les sénateurs, face à ces propositions par décret de transformer radicalement l'Argentine et surtout de revenir en arrière vis-à-vis d'un certain nombre de droits sociaux acquis. Il faut se rappeler quand même qu'on fêtait en fait cette année-là, l'année dernière, les 40 ans des continuités de la démocratie dans un contexte latino-américain où l'ombre des dictatures et des gouvernements militaires répressifs revient en force, en fait. Il est très important quand même d'affirmer le fait que c'est via les institutions, que c'est via les mobilisations pacifiques, comme celles qu'on est en train de voir, qu'on va pouvoir décider du futur de l'Argentine.